Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la commedia dell'arte, le style qui fait la part belle à l'improvisation et qui a jeté les bases de la comédie au théâtre et même au cinéma. Alors pour bien vous parler de la commedia dell'arte, il faut que je vous parle un peu du contexte dans lequel elle a émergé. On est au début de la Renaissance, donc en 1300 et quelques. Au début de cette époque, le théâtre parlait surtout de Dieu. C'est par exemple l'époque des mystères, Dont on reparlera un jour peut-être, je ne sais pas, je ne fais pas de promesses. on lisait aussi les pièces antiques romaines de Sénèque, Terence, Plaute. Mais on ne faisait que les lire, on ne les représentait pas. Ce qu'on aime dans ces pièces, c'est surtout les leçons morales de leur tragédie, leur style comique et leurs personnages hauts en couleur. Fin 1390, en Italie, on a commencé à écrire des comédies à la romaine. Elles sont même écrites en latin au début, puis après on les a écrites en italien. Là aussi elles sont lues, mais elles ne sont pas représentées. Et on a des histoires à base de jumeaux, de quiproquos, etc. Et on commence à écrire des histoires qui parlent des hommes plutôt que de Dieu. En fait, la Renaissance, c'est la période qui voit le début de l'humanisme. L'idée que la vie c'est pas seulement cool quand on est au paradis, mais qu'elle vaut aussi quelque chose en soi. Et le théâtre va refléter ça de plus en plus, en parlant de la société. On va aller encore plus loin dans cette idée en 1429, date à laquelle on a retrouvé d'autres pièces de Plaute. Et cette fois on a proposé de les jouer, de les adapter, de les traduire en italien de l'époque. Et bam, ça a fait des pièces néoclassiques. On prend des pièces romaines, des pièces classiques, et on les met au goût du jour. Néoclassique. Oui, alors en fait pas tout à fait. C'est-à-dire que le mouvement néoclassique, il existe en peinture, en architecture, mais pas vraiment au théâtre en fait. On n'a pas trop le droit de parler de néoclassique, on parle de mouvement renaissant. Cela dit, dans le théâtre anglophone, ils parlent de néoclassique. Donc voilà, si vous rencontrez néoclassique en anglais, c'est qu'ils veulent parler du mouvement renaissant, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Voilà, donc pour être précis. Mais bon bref, renaissant ou néoclassique, appelez ça comme vous voulez, c'est la même idée. On prend de l'ancien et on fait du neuf avec. Ces pièces parlent donc aussi de thèmes humanistes avec des jeunes amoureux, des parents méchants et des femmes trompées. En 1498, la Poétique d'Aristote est, elle aussi, de nouveau en circulation, qui est un ouvrage qui explique clairement la structure des tragédies classiques écrites en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et on va s'appuyer sur cet ouvrage pour aller encore plus loin dans le mouvement renaissant. C'est-à-dire qu'on va reprendre la structure classique des pièces antiques et la faire évoluer. On va virer les cœurs, on va rendre les pièces plus réalistes et on va faire des tragédies avec des fins heureuses, ce qu'on appelle des tragicomédies. L'idée, c'est d'avoir des comédies qui véhiculent quand même des principes moraux, comme le voulait le romain Horace par exemple. Alors, la plupart de ces pièces étaient jouées dans les cours des seigneurs ou dans les académies d'apprentissage, qu'on appelait des écoles à l'époque, mais c'était pas des écoles comme maintenant, c'était plutôt des universités. Il n'y avait pas d'enfants quoi. Et c'était des nobles qui étaient à la fois dans le public et sur scène. C'était pas des comédiens venant du bas peuple qui les jouaient. Parce que ces pièces nécessitaient d'être assez cultivées pour pouvoir les lire et les jouer. C'est pour ça qu'on appelait ça les comédies érudites ou commedia erudita qui font partie du théâtre savant. À titre d'exemple, Machiavel a écrit une comédie érudite qui s'appelle La Mandragore ou Mandragola en italien, qui va cartonner. Et si vous avez déjà un peu lu du Machiavel, vous savez que le style est assez soutenu. Et en face de ça va émerger un autre style de théâtre qui est la comédie de masque. Et en fait, la commedia dell'arte, j'y reviendrai un peu plus tard, mais ça veut dire le théâtre professionnel. Donc la commedia dell'arte, ça peut autant recouvrir le théâtre savant que la comédie de masque. Mais comme c'est la comédie de masque qui va cartonner, on va assimiler, synonymiser commedia dell'arte et comédie de masque, qui est plutôt un théâtre à base de tarte à la crème, de blagues de paix et de pipi. Alors on n'est pas tout à fait d'accord sur les origines de la commedia dell'arte. On pense que la commedia dell'arte plonge ses racines dans la farce d'Atola dont j'ai parlé il y a très longtemps dans le 2e épisode sur l'histoire de l'impro. Celui-là avec un son horrible et un montage neurasthénique. D'autres disent que ça vient en partie du mime byzantin qui utilisait notamment des masques, eux-mêmes héritiers des masques du théâtre grec. Il y en a aussi qui disent que ça vient juste des troupes de jongleurs et de troubadours itinérantes en Europe. Enfin, certains disent que le père de la commedia dell'arte c'est vraiment Angelo Beolco, dit le Ruzzante, dramaturge vénitien du XVIe siècle qui inventa un théâtre basé sur les dialectes de différentes régions de l'Italie. Des langues de la vallée du Pô, des expressions latines, de l'espagnol et de l'allemand, et aussi un peu de gromelot. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le gromelot, laissez-moi vous parler de l'acte fondateur de la commedia dell'arte en gromelot. En tout cas, l'acte fondateur officiel, c'est le 25 février 1545, quand la troupe de Ser Mafio a signé une lettre d'incorporation qui est le plus ancien document que l'on ait d'une troupe qui soit officiellement considérée comme professionnelle. Et en fait, ce n'est pas rien, parce que ça marque le début d'un théâtre qui n'est plus subventionné par l'église ou des fonds publics, mais par des acteurs entrepreneurs. Et perso, je trouve ça fou de me dire que je suis un peu héritier de ça. Et du coup, c'est célébré chaque année. Il existe un jour de la commedia dell'arte, et c'est tous les 25 février. Est-ce qu'on n'apprend pas des trucs inutiles sur cette chaîne ? Bref, la première pièce qui ressemble le plus à de la commedia dell'arte, c'est la Pastorale, écrite par le Ruzzante, une histoire de campagnards qui font et qui disent des trucs assez vulgaires. Donc c'est quoi ce style de théâtre ? C'est un théâtre populaire qui naît avec les fêtes du rire et qui utilise des masques, de la musique et du mouvement. Les personnages sont censés représenter tout le monde dans la société, des riches maîtres aux pauvres serviteurs.
C'est un peu le pendant libidineux et bouffon des comédies érudites. Mélange de pièces littéraires et de théâtre de rue, parce qu'au début on jouait dehors sur des tréteaux. Même s'il faut pas exagérer le côté théâtre de rue, en fait on jouait surtout là où on pouvait. Comme dans des salles de banquet, sur des places de marché ou devant des églises par exemple. Aujourd'hui encore, à Burano, une île au large de Venise, on joue toujours de la commedia dell'arte dans la rue principale. Ah, si seulement on avait du budget sur cette chaîne, on aurait pu faire de superbes images lors d'un voyage en Italie. Un jour. Il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour qu'on commence à construire de vrais théâtres dédiés, au lieu de jouer dans des jardins ou des salles de banquet. Dites-vous que les derniers qu'on avait construits en Europe dataient de l'époque romaine. Comme on sort tout juste de la peste noire, dans ces pièces on parle beaucoup de mort, d'amour, de faim et de cupidité. Fait notable sur la commedia dell'arte, c'est le genre qui a permis aux femmes de monter enfin sur scène en Italie à partir de 1560, alors qu'il faudra encore attendre 100 ans en Angleterre par exemple pour voir une femme monter sur scène. Du coup, la première actrice officielle documentée de l'histoire, c'est Vincenza Armani, en 1565 à Mantoue. Mantoue. C'est là où Roméo est banni dans Roméo et Juliette. Donc Mantoue, c'est un peu la ville où un homme est banni, une femme se libère. Ouais, moi ça me fascine ce genre de petits trucs. La commedia dell'arte repose sur des archétypes de personnages et sur l'improvisation. Quelle surprise sur cette chaîne. C'est pour ça qu'on appelait ça aussi la commedia dell'arte à l'improvisa. L'idée c'était d'avoir un canevas de scènes préparé à l'avance, de connaître quelques répliques par cœur et d'improviser le reste. Pour vous donner une idée, un scénario de commedia dell'arte, ça tient en 3 pages à peu près, avec les entrées, sorties et tout. Le but de ces improvisations, c'est d'exploiter au maximum les situations comiques, lors de scènes courtes qui font en général pas plus de 3 minutes, pour faire émerger ce qu'on appelle des lazzi. Un lazzo, c'est une blague, un gag. Il y a même des livres qui en font des listes entières de plusieurs centaines de lazzi, avec des chapeaux, de la bouffe, du pipi, etc. Souvent, ce sont des gags très physiques qui exigent des acteurs d'être de vrais athlètes et acrobates. Donc au final, on se retrouve quand même avec une pièce qui suit une trame narrative similaire à celle d'un Plaute ou d'un Terence, mais on ne sait pas quel personnage va faire émerger quel lazzo. Et c'est tout l'intérêt. Une troupe de commedia dell'arte compte en général entre 7 et 8 acteurs en tout, en moyenne 3 femmes et 7 hommes. Chacun spécialisé dans un rôle qu'il va en général jouer presque toute sa vie. Il n'y avait pas d'auteur ni de metteur en scène. Le cœur du réacteur, comme vous le savez, ce sont ces personnages, qui sont basés sur des archétypes régionaux. Donc à chaque personnage est associé un costume, des traits de caractère, un masque, pas toujours, mais la plupart du temps évidemment il y a un masque puisqu'on est dans la comédie de masques, une certaine physicalité, une façon de se déplacer, même des centres de gravité, c'est-à-dire est-ce qu'on est tiré par ses épaules, est-ce qu'on avance tiré par son nez, par ses pieds, etc. Et on va voir aussi les influences qu'ont eu ces personnages sur le théâtre et la comédie en général. On a 4 grandes catégories de personnages, les maîtres, les serviteurs, les amoureux et les soldats. Et vous allez voir que ces personnages, ils ont parfois des déclinaisons ou des évolutions, comme les Pokémon, qui sont à l'origine des innovations apportées par une actrice ou un acteur avant de devenir un archétype que tout le monde s'est approprié. Les maîtres ou les vieux, les vecchi. On a à l'origine Magnifico, un masque inspiré d'un aigle qui regarde de manière condescendante envers tout le monde. C'est le maître de la cité, le plus puissant. S'il meurt, un autre Magnifico apparaît aussitôt. Vous pouvez par exemple penser au prince dans Roméo et Juliette. Rebellious subjects! Enemies to peace! Profaners of this name are standing still! Are they not here? What ho! You men! You beasts! On pain of torture! From those bloody hands! Throw your mistempered weapons to the ground and hear the sentence of your moved prince! Magnifico, en fait, c'est un personnage qui a évolué et il est devenu Pantalon ou Pantalone, un marchand avare de Venise, veste rouge, manteau long, masque avec un gros nez, barbe, libidineux avec les femmes, assez creepy et un peu dégueu. C'est un peu Magnifico mais sans les dents. Il est méchant aussi. Quand on pense à Pantalone, il faut penser à du vinaigre. On l'appelle Pantalone di Bisogna, celui qui a des besoins. Typiquement, il va inspirer Molière pour le rôle d'Harpagon dans l'Avare. Rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent. Mon pauvre argent. Faire venir, ma petite fille. Il faut vous remuer un peu les miches. À moins que vous n'ayez les noyaux atrophiés, confits dans la graisse. Et oui, le mot pantalon, ça vient de lui. Le docteur ou il dottore. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que Molière foutait le docteur partout dans ses pièces? Ben ça vient de là. C'est un docteur de Bologne, super pote avec Pantalone, qui se la pète à mort avec son vocabulaire savant incompréhensible. Parfois il va même commencer à parler dans un latin sans queue ni tête, histoire qu'on comprenne bien à quel point il est intelligent. Tempora mori, tempora mundis recorda.
Voilà. Et ben ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Mais en fait, c'est un peu de l'esbrouf. Parce qu'il a beau savoir tout sur tout, il comprend rien à rien. Le docteur, c'est la première victime des lazis de pipi, et sa femme le trompe un peu à tour de bras. Il est gros, imbu de sa personne, alourdi par sa connaissance, donc il a du mal à se déplacer. La citation qui le résume le mieux, c'est Quand le docteur parle, on doute si c'est latin ou bas breton, et souvent celui qui l'écoute l'interrompt à coups de bâton. Ça, ce sont les deux maîtres principaux. D'autres sont apparus comme Tartaglia, un officiel espagnol qui bégaye, mais il fait partie des masques qu'on voit beaucoup plus rarement. Les serviteurs ou zanni. Zanni, ça vient du prénom hyper commun Giovanni, le prénom Jean en français. C'est des gens, quoi, des monsieur tout le monde. Ils représentent les paysans émigrants de Bergame qui cherchaient du travail en ville. L'archétype du zanni générique, c'est large pantalon blanc taillé dans un sac de farine, masque noir, mené par son nez, mains légères, des pieds qui veulent s'envoler. Bref, c'est un vrai pigeon. C'est un paysan qui débarque de la ville, donc tout est extraordinaire pour lui. Il est très curieux et enthousiaste, car il a à cœur de plaire à tout le monde. Rien qu'avec un zanni et un pantalone, on peut déjà faire plein de comédies. C'est ce qu'on appelle les comédies zanesques, avec des maîtres et des serviteurs. Ok. Petit Roger va nous montrer comment il faut faire. Là. Alors vous avez des ennuis. Il faut servir. Souriez et partez. Je ne sais pas du tout, susceptible. Ensuite, il y a des versions spécifiques de Zanni. Une de ces versions, c'est Brighella. Masque vert, épée, moustache, il est envieux, d'où le masque vert, méchant, libidineux, menteur et fourbe. C'est le maître des serviteurs et le serviteur des maîtres. C'est un peu le maître d'hôtel si on veut, ou celui qui accueille les clients dans un restaurant. Il a parfois un uniforme vert et blanc dont il est très fier. Il peut aussi flirter avec les autres actrices parce qu'il est malin et calculateur. Il paraîtrait qu'au cours d'une discussion, vous seriez levé et vous auriez dit le roi je l'emmerde. Comment vous dites? Le roi je l'emmerde. Je vous dis ça, attention, c'est peut-être des conneries. Non, il me semble que je m'en souviendrai quand même. Il me semble aussi, oui. En tout cas, j'ai pas dû le dire comme ça. Il y a une version de Brighella un peu moins méchante qui s'appelle Scapino, dont Molière va s'inspirer pour créer Scapin bien évidemment, mais aussi le personnage de Mascari ou de Sganarelle. Le deuxième que vous connaissez bien, c'est Arlequin, Arlecchino, dont le nom vient de Hell, l'enfer, et Quin, qui est un diminutif, donc Arlequin c'est un petit enfer, ou un petit diable. Masque brun qui ressemble à un singe, un chat ou un cochon, costume en losange multicolore, batte ou épée en bois, avec laquelle il bat les gens même si en fait c'est souvent lui qui se fait battre. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression slapstick comedy, ou la comédie avec un bâton qui tape. Futé, acrobate, joueur simplé, et il a toujours faim. Si Brighella c'est surtout un cerveau, Arlequin c'est surtout un corps. Il est intuitif, spontané, et il pense qu'il est très beau. Il est amoral. Pas immoral, mais amoral, comme un enfant quoi. Il fait pas la différence entre le bien et le mal. Et il parle en gromelot. D'ailleurs, laissez-moi vous parler du gromelot en gromelot. Le gromelot c'était très utilisé dans la commedia dell'arte, parce que certaines troupes étaient itinérantes à travers toute l'Europe pour jouer parfois devant des monarques comme Louis XIV, la reine Elisabeth ou l'impératrice Anna de Russie. Il devait donc se faire comprendre à un public dont il ne parlait pas la langue. Alors on utilisait le gromelot. C'est d'ailleurs pour ça que l'église n'aimait pas trop les troupes de la commedia dell'arte, parce qu'elle disait que les acteurs parlaient la langue du démon. Et surtout parce qu'on pouvait pas contrôler, censurer ce qu'ils disaient. Ande, no prosovolo, tanne fomaeo, un prosovolo, tandolontullo, tannasso, tannamarasso, tannasso, les oiseaux petits. Pour en revenir à Arlequin, il y a une version d'Arlequin qui s'appelle Mézetin et qui est un peu plus aventurier. Et qui est aussi une des inspirations du personnage de Mascari de Molière. Et il y a encore une autre version qui s'appelle Trivelin que Marivaux va reprendre, ça n'en finit plus. Parmi les zanni spécifiques, on a aussi Pulcinello, ou Polichinelle, qui chez nous ensuite est devenu une marionnette très populaire. Run. Il est de Naples, bossu, chapeau pointu, ambivalent ses allégeances, et plutôt du genre à sauver sa peau avant tout. Il aime beaucoup les ragots et fait souvent des remarques cyniques ou sarcastiques à propos des autres, notamment des maîtres.
Parfois on voit aussi un servant comme Pedrolino ou Pagliaccio, qui est un souffre-douleur avec un visage blanc, un visage infarinato en italien, c'est-à-dire plein de farine. Et parfois une larme est dessinée sur sa joue. Ce personnage, c'est l'ancêtre du clown blanc au cirque, du Pierrot, le clown triste, et des mimes avec un visage tout blanc. Les troupes de la commedia dell'arte étant souvent des troupes familiales, ce rôle était réservé au plus jeune fils, qui lui dormait à l'étable, dans la paille, la paillasse, Pagliaccio en italien. Côté servante, on a Colombine, un personnage sans masque, futé comme Brighella, joueuse comme Arlequin, elle sait aussi bien gérer les affaires que Pantalone et peut parler de manière très élaborée de plein de sujets, les hommes, le mariage, l'amour, la vie, comme le ferait le docteur. On donne aussi parfois d'autres noms à ce personnage de servante comme Francisquine, Rosetta, Smeraldine ou Lisetta. Lisette, un nom de servante qu'on retrouve là aussi souvent chez Molière et Marivaux. Eh bien, que me veux-tu, Lisette? J'ai à vous entretenir un moment. De quoi s'agit-il? De vous dire l'état où sont les choses, parce qu'il est important que vous en soyez éclaircis, afin que vous n'ayez point à vous plaindre de moi. Ceci est donc bien sérieux? Oui, très sérieux. Je sais que vous n'aimez pas brusquer les choses. Nous nous voyons, vous et moi, régulièrement, et il faut bien admettre, et c'est tout à votre honneur, que vous ne pressez pas les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait que je presse comme chose? Je ne sais pas, à votre place, certains chevaliers moins courtois que vous auraient depuis bien longtemps pressé certaines choses. Ah. Les amoureux, innamorati. Alors on a souvent un seul couple d'amoureux, et ils s'appellent d'un côté Isabella, Flaminia, Hortensia ou Silvia, et de l'autre on peut avoir Silvio, Lelio, Horace, Valerio, Leandro, et des noms comme Léandre, Lélie, Silvia. Si vous avez lu un peu de Marivaux ou de Molière, ça doit vous dire quelque chose. Et ben ça vient de là. Mais on a parfois plusieurs couples d'amoureux, en l'occurrence, la première actrice et le premier acteur. Habillés à la dernière mode, ils ne portent pas de masque et sont un peu ennuyeux, c'est pas vraiment eux qui font la comédie, ils portent plutôt l'intrigue. Ce sont des aristocrates, ils font tout de manière grandiloquente et prennent beaucoup d'espace parce qu'ils le possèdent. Ce sont des amoureux sérieux et dangereux qui font partie de la cour de Magnifico. Ils peuvent tuer pour de vrai. L'amoureuse peut avoir eu un mari par le passé qui est mort dans d'étranges circonstances par exemple. Ils ont inspiré les parents de Roméo et Juliette ou le couple royal dans Macbeth et Hamlet par exemple. Guarding not. Are you man? Hi. This pearl is thine. Here's to thy health. Tout ce que vous manigancez de près ou de loin me concerne toujours. C'est une chose qui se passe de vos appréciations. Quand on a marié la petite à l'autre andouille, il était question d'ajouter à notre joie l'éventualité de s'en mettre plein les manches sans trop d'efforts. Évidemment, je schématise. C'est concis, mais je m'y retrouve. Ce sont les Médicis, les Borgia, bref, de riches familles politiques. Le deuxième acteur et la deuxième actrice. Ce sont les jeunes amoureux, adolescents, qui sont les enfants de Pantalone et du docteur. Ils ont reçu une très bonne éducation qui leur permettrait de monter les échelons de la société et de devenir aristocrates. Gentils, beaux, un peu bêtes, ils subissent et découvrent le monde adulte. On peut évidemment penser à Roméo et Juliette ou au dépit amoureux de Molière, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Et c'est d'ailleurs la commedia dell'arte qui a inventé la situation de dépit amoureux. À qui les vont être moi le plus beau, moi le plus grand, moi le plus fort. Well, hello there. Some of you may have already recognized me. Je suis Solsero, il capitano John Gorgolo des hautes plaines de Normandie, à la tête dure et aux extrémités agiles. Fier descendant des féroces guerriers celtes, j'en passe des meilleurs. Les soldats. Le capitaine, capitano ou il capitane, ou matamore, personnage qui nous vient directement du théâtre romain. C'est un personnage qui tourne en dérision les militaires espagnols qui ont envahi la Vénétie. Chapeau à plumes, masque, cape, épée, moustache, fraise, flamboyant, arrogant, il narre ses exploits militaires à qui veut l'entendre mais se révèle très peureux dès qu'il s'agit de se battre pour de vrai. Le capitaine a souvent un nom en rallonge comme Capitan Sangre y Fuego, Capitan Scobombardon, Capitan Spavento de la Valle Inferno. Ce qui n'est pas sans rappeler le fameux Maraud, faquin, butor de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano Savinien, Hercule de Bergerac. Cyrano de Bergerac est aussi un héritier direct du Capitano. Il y a une version du capitaine qui vient de Naples et qui s'appelle Scaramouche. Nom que vous avez tous déjà entendu dans une chanson très populaire. Il existe aussi un équivalent féminin du capitaine qu'on voit un peu moins souvent et qui s'appelle la signora. La madame quoi. Crétin ou pas, en attendant, c'est la loi. Alors prenez vos responsabilités. Si je prends mes responsabilités, il faut que je bute votre mari. Eh ben... S'il faut ça, il faut ça.
Coviello. Alors Coviello, c'est un personnage un peu à part, il vient des Abruzzes, c'est un satiriste et un chanteur. Adroit, souple, vaniteux, c'est un personnage qui a évolué pour devenir une sorte de capitane, et il a évidemment inspiré le personnage de Coviel chez Molière dans Le bourgeois gentilhomme. Hors catégorie, la strega, ou la sorcière, inventée au XXe siècle. Elle représente Magnifico à la campagne. Elle est sombre, puissante et incarne le surnaturel. Elle bouge en faisant des grands huit, et c'est la dernière innovation en date dans le stock des personnages. J'accepte ton défi, Merlin. Énonce ton énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Quoi, c'est tout? Donc, pour une bonne comédie dell'arte, vous prenez ces personnages, vous y rajoutez des intrigues convenues et un rythme bien péchu, avec des blagues bien salaces, et vous êtes bon. En tout cas, à l'époque, ça plaisait énormément parce que ce style a duré pendant 2 siècles. Elle a non seulement influencé Molière, mais avant lui Shakespeare, dans Le Marchand de Venise, Le Songe d'une nuit d'été ou La Comédie des erreurs, et après lui Chaplin et les Marx Brothers. D'ailleurs, Molière étant petit, a vu beaucoup de pièces de commedia dell'arte et est devenu grand, il est devenu le rival d'une troupe de comédia, la fameuse troupe d'Italiens dont j'ai parlé dans l'épisode sur Molière. Et oui, il y a une logique sur cette chaîne, ne manquez rien, abonnez-vous, activez la cloche, mettez-moi des doigts. Alors qu'est-ce qui est arrivé à la commedia dell'arte? Pourquoi est-ce qu'avant on la jouait partout en Europe et aujourd'hui on la joue surtout en Italie? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a commencé à parler de commedia dell'arte qu'à partir de 1750. Avant, on parlait de théâtre improvisé ou de comédie italienne pour désigner ce genre. C'est Carlo Goldoni qui, dans sa pièce Le théâtre comique, a baptisé cette forme théâtrale du nom de commedia dell'arte, qui peut se traduire en français par comédie professionnelle. Mais Goldoni, quand il fait ça, c'est pour dénigrer ce style. Lui, il préfère la comédie érudite. Et en fait, Goldoni va démarrer un mouvement qui va commencer à tuer ce style de théâtre. C'est-à-dire que la comédie va s'embourgeoiser. Ce que va faire Goldoni, c'est prendre la commedia dell'arte et virer les lazzi, les masques, l'improvisation et tous les trucs un peu grossiers pour faire de la comédie de caractère. Alors certains ne sont pas d'accord pour dire que Goldoni a tué la commedia dell'arte. Ils disent que le style avait déjà périclité de lui-même parce que c'était juste devenu une suite d'acrobaties, de blagues sous la ceinture et de bouffonneries sans véritable intrigue. En fait, le héros de Goldoni, c'était Molière. Il voulait écrire des pièces aussi bonnes que lui. Goldoni considérait qu'il y avait 2 styles de comédie, la comédie classique, suivant les règles d'Aristote, et la comédie de masque. Un certain nombre de ces pièces ont donc quand même des personnages de commedia dell'arte, comme Arlequin valet de 2 mètres, où on retrouve Arlequin, Truffaldino, Pantalone, un couple d'amoureux, Il Dottore et Brighella. En effet, là où Goldoni a fait du mal à la commedia dell'arte, c'est qu'il a changé la forme en passant de quelque chose d'improvisé à quelque chose d'écrit. Parce que quand c'est écrit, c'est mieux. Vous voyez là ce moment-là sur lequel j'appuie bien lourdement? C'est le moment où on a claqué la porte du prestige à la face de l'improvisation. Parce que l'improvisation, ça ne plaît pas au maître. En tout cas, une certaine forme d'élite. Donc à partir de ce moment-là, on est rentré dans l'âge des auteurs, et ce ne sont plus les acteurs qui sont devenus importants. Et ça a démarré autour de 1743 avec La Brave Femme, qui est la première comédie de Goldoni entièrement écrite. Bref, le style de Goldoni va cartonner, surtout auprès des cours royales. Parce qu'un roi va toujours préférer une comédie de mœurs à une comédie semi-improvisée où on a tendance à pisser sur les maîtres. D'ailleurs, la troupe italienne de commedia dell'arte qui était installée à Paris à l'époque de Molière va devoir s'exiler en 1697 après avoir représenté une comédie, La Fausse Prude, qui faisait la satire de l'épouse secrète du roi Louis XIV. Ah non, ça lui a pas plu du tout, non. Pour en revenir à Goldoni, il va en fait complètement réformer le théâtre italien en passant d'une forme improvisée à une forme écrite. Ces personnages sont devenus plus réalistes et, selon certains, plus sentimentaux. Vous êtes trop rustres. Vous êtes trop sauvages. Vos façons d'agir avec les femmes, avec vos épouses, avec votre fille, sont si extravagantes, elles sortent tellement de l'ordinaire que jamais, au grand jamais, elles ne pourront vous aimer. Il va écrire plusieurs centaines d'œuvres. 205. Très exactement. Et surtout, engager les meilleures troupes de commedia dell'arte pour leur faire jouer ses pièces à lui. Donc après 2 beaux siècles qu'on pourrait qualifier d'âge d'or de la commedia dell'arte, petit à petit ce genre est délaissé par les troupes et les auteurs. Alors par la suite, il va néanmoins inspirer de nombreuses œuvres, comme la pièce One Man, Two Governors de Richard Bean, qui est une adaptation moderne d'Arlequin serviteur de 2 mètres, avec des stéréotypes britanniques. Et c'est une pièce qui a cartonné à Londres et à Broadway. À part ça, on joue encore régulièrement de la commedia dell'arte en Italie, et on a pu voir une résurgence d'intérêt en France avec l'Académie internationale des arts du spectacle de Carlo Bozzo, et des festivals comme les Tréteaux Nomades à Paris. Et ça a même inspiré un jeu vidéo, je vous jure. Je vous mets un lien en description, vous verrez, c'est incroyable. Et c'est un peu comme ça que s'écrit l'histoire du théâtre. Des genres et des formes émergent, et puis vivent, et tombent en désuétude, et parfois renaissent. Certaines résistent autant, comme certaines pièces de Shakespeare,
et puis d'autres tombent dans l'oubli, comme les mystères et les drames liturgiques. Si vous connaissez pas les drames liturgiques, bah voilà. Je vous invite donc à vous poser la question, sommes-nous dans l'âge d'or de l'impro ? Est-ce que cette forme va tomber dans l'oubli, puisque nos œuvres ne s'écrivent que dans l'éphémère, ou est-ce qu'on continuera de la jouer dans 2000 ans, comme certaines pièces grecques ? Je sais pas. En tout cas, tant qu'il y aura des gens pour aller voir l'impro ou encore mieux en faire, ce style aura de beaux jours devant lui. Ciao.